jamais essayé. On ne veut surtout pas essayer. On n'a jamais essayé, on ne pouvait pas dire. Vous ne voulez pas tenir les barreaux alors. On veut bien essayer à Morode, mais après. Regarde, parce que Moreau est un peu loin. Je suis un Moreau. Attention, c'est pas qui c'est. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, donc les bugadiels, qu'est-ce que c'est les bugadiels? Les bugadiels, c'est les lavandières. Les lavandières, ce sont les personnes qui font la lessive du printemps. Et le printemps, comme l'hiver était très très rude ici, on ne lavait pas le linge à cause du froid et de la neige. Donc on lavait le linge au printemps. C'est la grande lessive de printemps, c'est rentré dans la légende. Et tout le monde sait ce que c'est faire la grande lessive de printemps. Il est très très difficile. Tout le monde sait que les anciens s'en vont et que les jeunes ne sont pas forcément là. Pour différentes raisons, c'est parce que Là, on a Agnès, elle est remarquable comme parcours. Elle nous a beaucoup amusé. Avec Agnès. N'est-ce pas Agnès? Moi je suis vertueuse. La crasse. Après t'en as mis. Oui, oui. Tu sais, pour le faire, il faut se mâcher de chaque concert. Alors, allez. Allez, on recommence.
Tiens, ça, Gabriel. 9h. Eh ben dis donc, et on te fait déjà travailler à 9h? Oh non, 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 mais moi je vais faire venir le syndicat, c'est pas normal qu'on travaille à 9h. Eh, c'est comme en Chine. À cette époque-là, bien sûr que les gosses travaillaient à 9h. Quel est votre âge? 62, il fallait pas me dire. C'est votre prénom. Sola. Sola. Et moi j'aime beaucoup votre famille. Ah oui, une merveille. Bon, on a beaucoup de chance parce qu'on a des bugadiels. Regardez monsieur, ça c'est là où dort mon mari, regardez. Donc, alors là, on vient d'assister à une scène incroyable. Donc, une dame qui a le souris. Il bouge encore, Ah, voilà. Arrête d'aller au bistrot, il y en a marre d'aller au bistrot, ça fait des taches dans le lit. De toute façon, on vient pour que ça marche super bien. Adélaïde. Oh, qu'est-ce que c'est joli, Adélaïde. C'est un super surnom, Adélaïde. Là. Ah, le docteur, c'est la Normande. Alors, la Normande, Adélaïde. Oui. Il boit. Il boit. Il boit, il fume, il va à la chasse, il pêche et il me trompe. Et quand il a 2 litres de vin dans le nez, il croit que c'est les renards qui l'attaquent. D'accord. Et il écrase les cafards. Oui aussi. C'est pas une vie. Merci la Normande, c'est un vrai bonheur pour les gens. Les lavandières. Alors les lavandières, bien évidemment, la machine à laver n'existait pas. Jusque dans les années 60, le linge a été lavé à la fontaine ou au lavoir, dans les buissons, dans des bacs et dans différents procédés. Alors ici, on a construit dans la semaine de lavoir, et particulièrement pour cette fête. Donc ici, un lavoir, ça consiste à avoir un bac, un plan incliné sur lequel on lave et on tape le linge. Et puis, on a la partie principale du lavoir, qui est la colonne, le pliant phare. Le pliant phare, chez nous, il est très très souvent en bois ou en pierre, et avec un tuyau, souvent découpé, avec un petit relief dessus. Je vous en parle parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, avec un petit relief dessus qui permet d'accrocher des seaux. Voilà pourquoi il y a cette décoration. Et après, donc, ici, on disait faire la buanne. Faire la buanne, ça consiste à faire bouillir le linge. Et le linge, vu qu'il était lavé une fois, 2 fois, pas le petit linge, mais les draps et toutes ces choses-là, étaient lavés que surtout le matin. Donc on lavait le linge avec de la sable. On faisait tremper dans des bacs le linge dans lequel on avait mis de la cendre de bois. Et la cendre de bois, après, à côté, on avait un autre bac dans une chaudière, on faisait chauffer l'eau. Et le linge était trempé 3 fois à très faible température, un peu plus chaud et bouilli. Donc on prend l'eau avec des casseroles ou des récipients dans la chaudière et on coule le linge. On arrose le linge dans le grand bac. Ce bac, il a un robinet au pied et le robinet est ouvert et on récupère l'eau des passants, on le réchauffe ainsi 3 fois, ce qui permet de laver les blanchis de linge. Et alors le linge, on le lave aussi avec du savon de Marseille. Et là, on a la chance parce qu'on a tout ça Marseille. C'est gros blocs qui proviennent
Alors, le savon de Marseille, il est fabriqué avec des éléments gras, des agents lavants. Et alors, ils avaient une recette que je ne connais pas forcément, mais qui a quand même été connue dans le monde entier. Tout le monde connaît le savon marseillais. L'huile végétale. Alors là, on a une d'huile végétale. 72% d'huile végétale. C'est marqué sur le savon. Des essences, ça existait avec plusieurs parfums, comme des. Je pense pas. Je sais que ma grand-mère, quand vous lavez le linge, vous ne l'enlevez pas avec du parfum. Non, il n'y a pas des. Non, C'est maintenant que ça se fait ça, avec des systèmes parfumés. Bon. Oui, je pense, oui. Donc du coup. Il y a un petit artisan dans Marseille qui est au cours Julien, dont le magasin s'appelle La Licorne, et qui vend directement le petit savon qu'il fabrique. D'accord, on trouve Voilà. toujours ça, mais les trois quarts des savons sont fabriqués en Turquie à l'heure actuelle. Et par contre, il y a une fabrique importante à Salon de Provence. À Salon de Provence, moi je Voilà. croyais qu'on ne faisait que des melons là-bas. Les cavaillons, les melons, les tomates. Donc, voilà, donc le linge se lave avec des savons sur nos planches et on voit qu'elle savonne le linge, elle le brosse avec des brosses à chien dents et elle batte le linge avec des battes. Les battes, elles sont pas très homologuées puisque je les ai fabriquées à la retraite. Je constate que notre ami a un sacré coup de main, quoi, donc. On t'a fait voir ou t'as appris ça toute ta vie? On t'a juste fait voir, mais c'est bien quand même. Je t'apporterai mon pantalon parce qu'il va être crado ce soir. Alors, monsieur, C'est moi qui la barrière. Nous allons revenir. c'est une machine à laver. Une machine à laver à main, qui fait partie de ma collection. Donc c'est une machine qui a été fabriquée entre 1910 et 1960 à peu près. Et la marque, vous l'avez montré. Donc c'est une machine à laver à manivelle. On voit que dans la partie basse, il y a un foyer dans lequel on fait du feu. Dessous, comme un poêle classique, il y a le tiroir pour tirer le sang. Et à l'arrière, ici, il y a un bac rempli d'eau. On chauffe l'eau, on met le linge à l'intérieur, on tourne la manivelle et on lave le linge avec une machine à laver à manivelle. Donc, il faut savoir que si depuis la nuit des temps, le linge est lavé au roi, avec toute la technologie et l'amélioration du siècle dernier, on a commencé à implanter des tas d'appareils, des tas de machines qui permettent d'enlever tous ces travaux fastidieux. Alors voilà, c'est un tambour classique de machine à laver. On ferme le capot, c'est ferme le capot et on tourne la manivelle et on lave le linge comme ça. Et alors ici, on m'a expliqué, on m'a expliqué que une fois qu'on a lavé le linge, on peut de la même manière les sauver avec le même appareil. Il suffit simplement de ne pas avoir peur des dégoûts et de tourner la manivelle très précisément. On voit ici, il y a le feu absolument avec les bacs derrière. Et voilà, donc ça c'est une machine à laver à manivelle. On ne l'avait jamais apportée, alors on se fait sur le plan. Après, donc ce qu'on va faire, je vais vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter quelqu'un. Alors, il s'appelle Paul. Alors, je pose mon nom pour lui. Bonjour Paul. Alors, Bonjour Serge et bonjour tout le monde. donc, Paul, il fait comme moi. Il collectionne des outils anciens. Et alors, je te donne le micro. Il collectionne des outils anciens et il va un petit peu nous expliquer, parce qu'en fait, il collectionne et il compte des histoires. Et donc, il connaît beaucoup de choses sur le temps passé et sur les outils anciens. Et il va un peu nous faire un petit tour de piste de ce qu'il nous a amené
et nous expliquer lui-même ce qu'il fait et ce qu'il expose. Avec plaisir, Serge. Eh bien, c'est vrai que mon premier métier, c'est guide de montagne. Et c'est en pratiquant cet exercice, ce métier, que j'ai côtoyé dans les villages, dans les hameaux, partout dans les Alpes. J'ai côtoyé les montagnards. Les montagnards, c'est pas spécialement alpiniste. Et donc, ces anciens et les anciennes, souvent m'ont raconté, m'ont expliqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé à emmagasiner, à stocker l'oralité des montagnards. Et puis en même temps que l'oralité, puisque ça fait plus de 35 ans maintenant, souvent je repartais, ou on m'en apportait, et ça continue maintenant, des outils. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de contes, beaucoup de légendes. Je suis conteur, mais en même temps, j'ai plus de 4000 objets. Il y en a une toute petite partie ici, pour aujourd'hui. Le but, c'est simplement la transmission. Comme je dis, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. Et par contre, à causer, à échanger, à expliquer, ça, oui, avec plaisir. L'exposition que vous avez là aujourd'hui est un petit peu de un petit peu chez moi, la fondaison, on a la veillée, comme elle va pratiquer l'hiver, seulement l'hiver dans le soleil. On a le stand, un tout petit stand sur la montagne et la nuit, ça vous découvrez dans la l'atelier du montagnard avec des objets et sur lequel on peut dire plein de choses avec une magnifique pièce dans les cours tout travaillé. Et puis on a des petits métiers, forgerons, sabotiers, ouvriers, tous ces métiers que l'on avait dans des villages et qui faisaient vivre. On n'avait pas de boulanger. Le boulanger, c'était chacun était boulanger, on faisait son pain. Donc chacun était apiculteur. Mais le bourrelier, le sabotier ou le forgeron, c'était souvent l'âme du village. Et puis on a deux panneaux qui sont un petit peu au printemps, quand avec les clarines, etc., on monte les bêtes aux alpages. Voilà, rapidement exposé et expliqué la petite... Voilà. Merci Paul. Moi je vais attirer votre attention sur quelques objets extraordinaires qu'il a amenés. Bon, combien il y en a en tout? Bonne question. Là, tout de suite sur le non, mais, stand. Ici, pas beaucoup. Ah, moi j'en ai près de 4000 maintenant. 4000? Ouais. Eh ben j'en ai plus que toi. Non, on fait pas de compétition. Non, 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 c'est pas une compétition. Alors, j'attache votre attention sur cet objet qui est ici, que notre ami Christian filme, qui est une crémaillère de forme, qui est un outil très rare. Il permet à 3 mètres de la forge de tenir une pièce métallique de 3 mètres de long. Ça fait 60 cm de rayon, de diamètre, et donc ce qui fait qu'on est obligé d'avoir quelque chose qui tient les pièces métalliques longues. Et ça, c'est une crémaillère. On a ici en haut une autre crémaillère qui est très belle aussi et qui peut être utilisée dans d'autres circonstances, c'est-à-dire qu'elle peut être mise dans une cheminée, comme ça, pour cuire des chaudrons. Là-bas, on a une cisaille de maïtier qui servait à tourner, qui servait à faire des feuilles à donc là-bas, on a un autre objet qui est extraordinaire, c'est une tarine ou une botte avec un objet qui est quand même pas commun. Et dessous... Et Serge, au sujet de la clarine, là elle est accrochée donc je ne peux pas faire un effet, mais je t'assure qu'en montagne, comme quand on est sur les crêtes là-haut, c'est du bois sec, un bois... Je ne sais pas ce que c'est comme bois, très dur, mais tu entends, elle te donne un son et tu l'entends très très proche.
Donc, un petit souci avec votre micro, mais donc moi je vais vous parler de quelque chose un peu, c'est-à-dire que cette cloche est toute en bois et elle est faite avec du bois blanc, pas un bois dur comme du noyer ou du mélèze. Et le fait que c'est comme les caissons des horloges, ça a une caisse de résonance plus intéressante. Et plus le bois a poussé doucement, plus la veine du bois est fine, plus le bois est dense et meilleur c'est. Et au-dessous, on a un autre objet qui est un goulot. Un goulot. Chez nous, ça a un très joli nom. On appelle ça le carcaveo. Le carcaveo, qui est le nom local, qui vient du mot carca. Donc on met ça au bout des chiens pour qu'ils ne passent pas inaperçus et pour les entendre et pour les repérer quand ils sont dans la montagne, dans la forêt, les chasseurs, les bergers. Et alors c'est ce très gros carcaveo, et on n'a pas beaucoup de très gros carcaveo. Voilà. Ici par terre, on a un jour de bœuf. Alors, comment on appelle déjà la partie en traçouille? La traçouille. La traçouille, c'est un anneau qui est fait avec une herbe de bœuf et dans lequel on passe le timon de la charrue, de la charrette. La traçouille. Voilà, la traçouille. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut vous parler? Alors ici, je vais marquer, je vais passer sur la lampe à la veille. Oui, c'est un petit peu l'instant de la veillée en fait. Là. Alors j'ai entendu un monsieur juste derrière nous qui avait vu le petit emblème sur les livres, plus chanter bois, on devient une scénaire. Et ça, c'est à mon grand-père. Je n'ai pas été loin pour le récupérer. Et ça a été sa devise. Et effectivement, votre confirme, il a bien vécu le marteau là, que la caméra est en train de surprendre. Eh bien, c'est ce gros maillet qui pèse son poids. Eh bien, il était prévu pour taper contre les troncs de mélèze, notamment. Alors, il n'était peut-être pas fait pour ça seulement, mais on l'utilisait dans le Guéra, notamment, pour taper contre les troncs de mélèze à l'automne, récupérer les graines, car pour faire un poil d'argent, on vendait, et puis ça récoltait des petits sachets, des par-sachets, et ils vendaient à la fois, à l'automne, les petits sachets de graines de mélèze. Ils ne devenaient pas riches, ils ne devenaient pas riches. Mais ils utilisaient ce type de maillotche et ils viennent de là. D'accord, merci Paul. Donc je vais faire en plus, je vais rajouter quelque chose. La maillotche est utilisée dans des tas de métiers. Par exemple, les gens qui faisaient de la tonnellerie. La tonnellerie, on fend les pièces de bois, alors on coince une hache dans la pièce de bois et on tape dessus avec une maillotche. La maillotche, celle-ci, elle est fabriquée en freine. Elle est fabriquée en freine. Alors le fait de taper avec une masse en bois sur quelque chose de métallique, comme sur la tête d'une hache, ça permet de ne pas abîmer la hache, de ne pas abîmer l'outil. Donc ce qui fait qu'on utilisait ces grosses masses. Et alors c'est facile, on coupe plus ou moins gros le morceau de bois et on lui augmente ou diminue le poids. C'est très facile à construire et à fabriquer. Et c'était utilisé dans des tas de métiers. Le sabotier a aussi une maillotche. Et alors il y a quelque chose qui est rentré dans la légende. Les gens qui allaient se saouler dans les bistrots au siècle dernier et qui terminaient la fête à la maillotche, ça voulait dire qu'ils se bagarraient. Terminer la fête à la maillotche. Voilà. Alors, nous reviendrons dans la journée à l'exposition de notre ami Paul. On va commencer par le bas et on va monter. On va commencer par un tracteur le plus récent, parce qu'on est quelques collègues, collectionneurs de tracteurs aussi. Et donc, on en a trouvé un nouveau. Il s'appelle Jean-Paul, il vient du Noyer. Jean-Paul travaille dans les ascenseurs et il vient de restaurer un superbe tracteur américain, McCormick, Yacht. Et alors, on va
C'est tout simplement traîner dehors pendant quelques temps. Là. Et c'est le tracteur sur lequel j'ai appris à conduire, avec celui de mes parents notamment, qui est presque le même que celui-ci. Et donc, je me suis mis à le réparer tout simplement. Dans un premier temps, je voulais récupérer des pièces. Et puis finalement, chemin faisant, je me suis décidé à le restaurer pour lui redonner une seconde vie. Voilà. D'accord. En tous les cas, tu l'as restauré de manière superbe. Il est vraiment extraordinairement bien fait. C'était bien appliqué. Donc il s'agit là d'un tracteur McCormick, qui est une marque américaine, bien entendu. Alors cette marque américaine, elle a une particularité, c'est-à-dire que si il n'y avait pas eu de Marshall après la dernière guerre, très vite, tout simplement parce qu'en Europe, on savait faire des matériels aussi performants, c'est donc mieux que les Américains. Et par contre, grâce à ce Marshall, on sait que les Américains ont aujourd'hui. Et donc en 1947, le plan Marshall a été instauré, c'est-à-dire que les Américains ont décidé de restaurer et de refaire des Europes qui étaient complètement détruites suite à la panique nazie, qui ont quand même fait beaucoup de mal. Et donc ils ont fait le plan Marshall qui a fait la construction de l'Europe. Mais par contre, les Américains en ont profité pour nous vendre le matériel. C'est-à-dire qu'ils ont vendu les marques John Deere, Ford, Cass, Yacht et Chanel. Ils ont inondé notre marché de leurs tracteurs. C'est pour ça qu'on voit beaucoup ces matériels. Mais sans le plan Marshall, ces tracteurs-là n'auraient jamais été vendus très peu en Europe. Enfin, dans les cas, ici, on arrive devant deux tracteurs de marque Vendeur. Alors la marque Vendeur, c'est une marque française qui n'existe plus aujourd'hui. Ces deux tracteurs appartiennent à un ancêtre dernier, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est une retraite. Enfin, il est toujours alors, ces tracteurs-là, cette marque, elle a une histoire incroyable. À l'origine, cette marque, il y a 150 ans, a construit des locomotives et des moteurs fixes. C'est une marque française, bien sûr. Et l'origine de cette entreprise, ils étaient fabricants de machines de battage. Donc ils fabriquaient des batteuses et ils fabriquaient des machines qui étaient tellement performantes et tellement bien faites qu'ils ont eu une grande incroyable. Donc l'usine a évolué et de fil en aiguille, ils ont fait des moteurs fixes. Ils ont fait des moteurs fixes pour utiliser pour tourner ces batteuses. Donc toute la chaîne, la batteuse, le moteur fixe, et forcément ils en sont arrivés aux tracteurs. Et ils ont fait des tracteurs, comme ils étaient fabricants de moteurs, c'était très facile. Et ils sont fabriqués des ponts et des voies par la société ZF, qui est une très très grande qui construit des ponts et des voies par PVC. Et alors, je vous parle de ça parce que quand on va passer à côté, on voit que la société ZF avait un grand pouvoir sur plusieurs marques. Donc, ZF est fabricant de ponts et de voies par vitesse, Vendeur est fabricant de moteurs. Ils ont utilisé les deux et ils ont fait des tracteurs qui étaient très très bons tracteurs. Ici, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas de concessionnaire. Et puis, la particularité des tracteurs agricoles, c'est un peu comme la voiture, vous savez déjà. Ils aiment Citroën et les autres, ils aiment Mercedes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Toujours utile que tous les tracteurs marchent. Et après, c'est une histoire de fou. Il y a des gens qui vont faire comme là, et enfin, en tout cas, là, on est vraiment en vendeur de 60 choses français. Et il n'est pas restauré, il est en état de marche. Et c'est un des plus beaux qu'ils ont créé dans cette société. Ici, à côté, on a un monocylindre. Alors, celui-là, il s'appelle le Super Bébé. Le Super Bébé, qui est un tracteur monocylindre. Et donc, il y a un monocylindre. Il est toujours monté avec le pont des voies ZF. Et par rapport à ça, ça marche. L'avantage que ça a, c'est les tracteurs,
tracteur, c'est que ça a une très très faible consommation de carburant. Alors, cette marque a disparu, toujours pareil, parce que les Américains sont venus chez nous et ils ont acheté beaucoup de bois. Alors là, on arrive devant ces très très beaux tracteurs, qui sont vraiment très très beaux. Je vous en parle parce que c'est bien. Et donc cette marque-là, elle a une histoire incroyable et une histoire, je vais vous raconter d'ailleurs. Il faut savoir qu'en 1897, un Allemand qui est né en France, qui s'appelait Rudolf Diesel, a inventé le moteur diesel. Et M. Rudolf Diesel, il était ingénieur, enfin beaucoup d'ingénieurs chez MAN. Parce que MAN, à l'origine, comme beaucoup de sociétés, a 250 ans d'histoire, et ils ont commencé à fabriquer des machines à vapeur, des moteurs fixes, comme par vapeur, surtout des moteurs à vapeur. Et il faut savoir que l'invention de M. Rudolf Diesel a complètement modifié le système de la vie déjà. C'est-à-dire qu'on a transformé la traction animale en traction mécanique. Ça a été une très très grande révolution. Il faut savoir qu'en 1900, à l'exposition universelle de Paris, M. Rudolf Diesel a exposé son moteur. Son moteur, c'était un moteur à un cylindre diesel. Alors le diesel, on sait que le moteur à essence existait déjà. Il a inventé le moteur, il n'a pas que ça comme invention, c'est l'invention majeure. Il a construit un moteur diesel à l'origine qui était à l'huile lourde. Ce n'était pas le diesel qu'on connaît aujourd'hui, c'était l'huile lourde, donc c'était un dérivé de pétrole qui est un raffinage très grossier. Et donc, c'est le premier moteur qui a gagné le tournoi avec le diesel. Alors, ce moteur diesel a été exposé à l'exposition universelle et là, ça a ouvert la porte sur quelque chose de nouveau. Seulement, ce moteur-là, le moteur diesel, avait un souci, c'est-à-dire que le système de la porte à injection, la porte à air, et ça demandait, ça n'avait pas une fréquence extraordinaire, ce qui permettait à la hauteur de pénétrer. Donc, on a pris pas mal d'améliorations, donc il était ingénieur avant qu'il fabrique des tracteurs. C'est pas une marque qui est c'est un modèle de PR. Donc, le premier modèle a été fabriqué en 1951. C'est un tracteur de 4 litres de cylindrée. Donc, pour les banques, je demande, vous n'avez rien pour avoir derrière, à part les grosses drogues et des choses comme ça. Donc, c'est un engin qui a une performance incroyable. Il a la boîte à vitesse synchronisée avec un relais de vitesse à la chacun, qui est remarquable pour son époque. Il est 4 motrices et il a le commandant sur suspension. Tous les nattes sont sur suspension, donc ça donne beaucoup de bruit par rapport à la moteur. Son charge du différentiel, l'accélérateur marqué, la caisse safety. C'est des tracteurs qui, pour leur époque, ils avaient 50 ans d'avance. Il est là. Je vais vous présenter un de mes amis, Bernard Chalaï. Bernard Chalaï, qui est collectionneur, qui collectionnait déjà quand j'étais même pas encore cours. Et c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour son bon cœur, sa générosité. Tu es vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors je voulais absolument que cette année, tu nous amènes ton Vierzon. Alors, ce Vierzon, alors je l'ai laissé hier pour avant-hier, parce que je lui ai dit que tracteur on dirait des nouilles. Et en fait, c'est un très très joli Vierzon, c'est un tracteur français. Et je voudrais que tu nous fasses un petit peu alors ce tracteur, il est de 57, ça a été un des derniers Vierzon qui s'est fait. C'est un semi-diesel qui a boule chaude. C'est des tracteurs qui marchaient très bien, mais bon, c'est une mécanique à la fin qui était un peu dépassée. Et cette maison, la Vierzon, a été rachetée par Caz. Donc ça a été la fin de cette série de tracteurs. Voilà, et puis bon, c'est un tracteur qui vit très bien, mais c'est un peu cérémonial pour le mettre en route. C'est ce qui les a un peu perdus. Ah, voilà. Ça, qu'est-ce qu'il peut vous dire? C'était des très bons tracteurs, mais qui consommaient beaucoup d'huile. Le produit gasoil, c'était très économique parce qu'il fait n'importe quoi. Et en consommation d'huile, c'était un peu dépassé. Des tracteurs qui étaient très bien, pas rapides.
3 litres 5 de cylindrée. À côté, vous avez le modèle au-dessus qui fait 5 litres 400 et quelques de cylindrée. C'est un tracteur qui fait 34 chevaux. Celui-ci fait 27 chevaux. Voilà. Alors je vais vous repasser mon avis là. Merci Bernard. Et donc il faut savoir que ces tracteurs-là, ils ont un système qui est très particulier. L'origine de ces modèles-là, c'est des engins qui ont été fabriqués pour faire tourner des batteuses. Ils ont tous une poulie de battage sur le côté. C'est des monocylindres, donc un cylindre. Et on les démarre avec une boule chaude. Alors le système de la boule chaude, ici à l'avant du tracteur, donc le cylindre, c'est un monocylindre à plat. Ici à l'avant, on a une boule en fond. Et pour faire la première explosion, on a besoin de chauffer la boule chaude. On la monte à 600 degrés, voilà. À peu près à 600 degrés de température, avec une lampe à souder, aujourd'hui on a des Gémeaux. On chauffe la boule chaude. Et quand la boule est chaude, elle permet de faire la première explosion. Et comme il n'y a pas, celui-là est équipé de démarreur électrique, mais à l'origine il n'avait pas, donc on les démarre en actionnant le volant à la. Ils sont tous équipés d'un volant d'inertie avec une manivelle. On balance le volant et ça démarre le moteur, c'est manuel. Alors celui-là, il a une particularité, c'est qu'il est vraiment très très joli de forme. C'est un des modèles qui est fabriqué. Il y a eu le 204. Voilà, il y a eu un modèle un peu plus gros, mais en fait... Non, même pareil, mais avec quelques changements. Avec quelques changements qui sont... surtout la pompe à huile. Ah oui, la pompe à huile et mise devant. Voilà, des accès, d'accord. Mais sinon, ils ont un équipement qui est très très intéressant, qui est très, très moderne pour l'époque par rapport à l'archaïsme du système de démarrage. Parce que celui-là, il est de 57. Quand on sait qu'en 38, Man faisait des engins comme le 440, il y a un décalage terrible. Seulement, ces tracteurs-là étaient très prisés pour faire tourner les batteuses. C'est pour ça qu'ils ont résisté aussi longtemps. Après, malheureusement, l'histoire les a rattrapés et ils n'avaient plus la performance escomptée et c'est fastidieux pour les démarrer. Donc, ce qui fait que ces engins-là, petit à petit, ont été abandonnés et ont été rachetés soit par les Américains. Dans ce cas précis, c'est CAS américains qui... Alors, pareil, comme notre ami Japon, voilà, il a permis de restauration remarquable, que je peux vous mais ça a été tenu. Merci Bernard. Ici, on a toujours un garçon il est aussi à Marseille, il a tellement il est un modèle plus ancien, toujours pareil, avec un système monocylindre à main. Alors, ces engins-là, ils ont un inconvénient. C'est-à-dire que si vous montez une côte et qu'il cale, le volant s'arrête et il part en fait, ça inverse. Et vous trouvez un roulis. Et donc, celui-là doit être de 56, quelque chose comme ça. Toujours pareil, avec le même principe à coupe chaude et à volant. Alors celui-là, il le garde dans son état d'origine, parce que c'est presque aussi intéressant d'avoir un engin d'origine que restauré. Quand on ne peut pas faire autrement, on les trouve pourris, on les repeint, mais sinon, on les laisse comme ça. On va passer à l'automobile, on a le même nom. Et alors? Alors ce monsieur-là, lui, il ne fait pas dans le tracteur, il fait dans la voiture. Je fais ce que je peux dans la voiture, hein, exact. Il fait dans la voiture, il collectionne les voitures. Et est-ce que vous une Peugeot de 1937, 74 ans. Alors on va aller voir la Peugeot de M. Baume. On va commencer par là, puis vous allez me donner des détails que on va débarrasser. On va faire le tour. Alors ici, on a une tableau dans le garage. C'est la Munera. Donc c'est Matra qui a fait cette Munera. Cette Munera, c'est une voiture, il y a un peu de toutes sortes de marques dessus. C'est pour ça que c'est un souci quand c'est en panne, c'est très dur à trouver les pièces. Parce
parce qu'il y a du Cynthia, il y a du Peugeot, il y a du Talbot. Et aussi, la 304, voilà. Parce qu'elle a été composée de plusieurs éléments de différentes marques et c'est très difficile de les restaurer. Je ne sais pas. C'est ici, on est en face d'un coupé 304 Peugeot. Quelle année? Essence 7 chevaux, 1974, 16, 15. J'ai dit au hasard, je me suis pas trompé. Donc, il était quand même une très jolie voiture, qui est 7 chevaux d'essence et qui est très très bien restaurée. Je ne sais pas à qui elle appartient. Ici, on a une 4 chevaux. Alors, la 4 chevaux Renault, elle a été célèbre. Elle a été célèbre, cette 4 chevaux Renault, parce que c'est la voiture avec laquelle les premiers Français qui ont pu partir en vacances sont partis sur les routes de France. C'est au bord des routes, avec la 4 chevaux. Alors, la 4 chevaux Renault, elle est fermée à clé. La 4 chevaux Renault, c'est une voiture qui a un moteur APR, qui est propulsion, qui est une très jolie voiture qui est rentrée dans la légende. Elle est d'une très belle restauration. Stéphane qui avait. Je l'ai trouvé dans là. J'ai qui ici? Il y a un peu de restauration, mais bon, la personne n'est pas très peu, donc c'est ridicule. Donc il y a un peu de restauration. Bon, la carrosserie, c'est la partie mécanique dessus. La carrosserie, et voilà, ça fait 1 an, 2 ans et demi que je la Elle est 56 avec une très belle restauration, elle est vraiment superbe. Et il faut savoir que les gens qui restaurent ces machines, ça peut durer 3 mois dans le meilleur des cas, 8 ans dans le pire. Et là, c'est 2 ans. 2 ans de travail pour restaurer ces voitures. Donc, bravo à ceux qui les restaurent. Alors ici, on a ma préférée. La Citroën Traction. Alors, c'est genre les gens qui ont fait la résistance française, comme les Allemands, et aimaient beaucoup cette voiture, de par cette performance. Et une voiture comme ça dans la neige, c'est bien plus performant qu'une autre voiture. Et elles sont rentrées dans la légende, et malheureusement, elles n'ont pas eu l'histoire qu'elles auraient dû avoir. Pourtant, ce sont des véhicules superbes. Combien d'années de restauration? Le temps de restauration? Oh, il y a 30 ans que je l'ai, j'ai pris quand même. Il y a 30 ans, il l'a. Donc le rouge intérieur n'est pas d'origine. La Simca 8, à qui appartient? La Simca 6. Simca 6, à qui elle appartient? Je sais pas. Je sais pas qui appartient. Donc, Monsieur Baum, on a le même nom, pourtant on n'est pas parents. Il va nous donner quelques explications. Valable et qui roule très bien et sans en mettre même de questions mécaniques. Est-ce que ça a une correspondance par exemple avec la 4 chevaux? Non, pas du tout. C'est pas du tout la même mécanique. Et en point de vue puissance et parce que la puissance c'est la même, mais les questions mécaniques c'est pas du tout la même. D'accord. Ça c'est du Fiat, mais c'est du Renault. D'accord. On va pas faire de critique là. C'est bon. Merci Monsieur Baum. Donc là on est chez vous là. C'est la mienne, celle-là. Donc celle-là on va en parler un peu plus longuement. Ah, ouais. Celle-là, c'est la même pendant la guerre, mais le Pitaine avec. D'accord. Alors, ces bagnoles-là. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Rousse, Henri Rousse. Je vous le présente. C'est un ami. Alors Monsieur Henri Rousse, qu'est-ce qu'il faisait pendant la guerre? Je prenais le Pitaine avec une voiture comme ça. Le Pitaine, c'est un capitaine. Vous promeniez le capitaine ou sa femme? Parce que Monsieur Henri Rousse était un séducteur. Exactement comme la version. Mon ami Henri Rousse, vraiment ça me fait plaisir de voir. Il est bientôt à l'adolescence, 93. Combien? 97. 97 ans, messieurs, dames. Bravo, bravo. On l'applaudit parce que vraiment 97. Nous on va signer pour moi, mais on va signer quand même. Merci Henri. Oui, mon ami Baum. Qu'est-ce qui arrive? Oui, venez nous expliquer un peu votre voiture. Moi je te dis franchement, c'est une voiture qui j'ai rapisteuse de A à Z, en démontant pièce par pièce, et remonter les pièces les unes après les autres. J'ai pas mon carnet là, mais je peux le faire voir quelque chose. Dorénavant, je peux faire avec moi, hein, parce que vraiment... Combien d'années de restauration? 3 ans. 3 ans de restauration pour cette superbe Peugeot 302 de 10 chevaux
c'est marqué dessus, et j'invente rien, 110 km/h, et elle a une ligne un peu comme la 11 légère là-bas, qui sont vraiment des beautés. Elle a servi aussi au maquisard, celle-là. Elle a servi aussi au maquisard, et je comprends parce que vraiment c'est une voiture qui est très très belle. Elle est de 1937. 74 ans. 74 ans. C'est vraiment donc 3 ans de restauration sur cette voiture et monsieur Bob l'a démontée en pièces détachées et toute refaite. Alors moi je suis surpris parce que je vais de temps en temps dans son atelier. L'hiver il fait moins 25 dans son atelier, l'été il fait plus 60. Même l'hiver il fait chaud. Merci monsieur Bob parce que restaurer des voitures comme ça c'est remarquable. Après, oh qu'elle est jolie. C'est une Citroën quoi ça? Il faut que je fasse suivre mes spécialistes. Il faut que je suive mes spécialistes. Parce que, oui, voilà. Donc, approchez-vous de moi. Voilà. Donc ici, c'est une Citroën 11 légère cabriolet. Alors ça, les amis, quand tu as vu ça, il faut voir ça et mourir. C'est vraiment une voiture qui est remarquable de restauration et qui est sûrement très très rare. Combien de modèles? Très rare. Combien de modèles ont été construits, vous savez? Bon, 7 chevaux de puissance essence. Et combien il en a été construit à peu près, vous savez? Pas beaucoup. Comme on ne sait pas, on dira quelques-unes. Mais en tous les cas, celle-là, je ne sais pas qui elle appartient, elle est d'une restauration. Max Robin, personne ne sait qui c'est ici. Je ne savais pas que c'était Max Robin qui avait ça. Max Robin, c'est un monsieur qui est célèbre ici, qui est pépiniériste là-bas, dans le village à côté, à Saint-Laurent-du-Croc. Donc Max Robin, on l'a pas sous la main, mais peut-être qu'il va venir. Et je ne sais pas si c'est lui qui l'a restaurée celle-là, mais elle est vraiment superbe. Vraiment, bravo monsieur Robin. Et à côté, C'est Max Robin aussi. Max Robin. Il va falloir que je me rapproche de cet homme-là. Max Robin, il a une MG, qui est une voiture anglaise, si je ne m'abuse, où ils sont mes spécialistes. Oui. Alors là, je suis incapable de vous dire quelque chose sur cette voiture. J'arrive pas à attraper mon spécialiste, il ne me suit pas. Vous me donnez des explications là-bas sur la MG. Venez avec moi jusqu'au bout, parce que c'est... Oui, faites le tour, vous m'expliquer. Mais si. Et vous saurez me donner... Donc, c'est quoi comme puissance? C'est quoi comme puissance? 7 ou 8 chevaux essence aussi. 911. Vous en avez combien? Vous en avez qu'une? Moi j'en ai pas. Et alors, qui est une voiture qui a fait rêver tous les jeunes, dont je fais partie bien sûr, qui est une voiture allemande. Et il faut savoir que cette voiture, la première a été dessinée en 1929 ou 39. 29. Donc elle a une forme très typique et très particulière. Et c'est un peu comme une Rolls quand on a eu une Porsche. Peu importe le modèle et peu importe l'année. En fait, c'est les derniers. Alors, on a le propriétaire, là on a de la chance, il va nous donner un peu quelques tuyaux. Eh bien, quelques tuyaux, oui. Il y a un gros tuyau d'échappement derrière, surtout parce qu'elle fait 250 chevaux, 280 km/h. Et c'est les dernières qui sont sorties dans ce modèle, c'est-à-dire la Porsche, la vraie Porsche, voilà. Elle est de 92. Que dire de plus ensuite? Ils ont sorti les ailes arrondies et les puristes les ont boudées, si bien que Porsche petit à petit revient à la forme initiale. Voilà. On va partir, on va changer de côté, on va aller voir notre ami Brutinel. Notre ami Brutinel, lui, il fait dans les avec toutes ses routines. Alors je viens d'apprendre que ce superbe de Sika a appartenu à notre ami Chalaï. Au nord, est-ce qu'on peut le voir dans les véhicules? Explique-moi comment on fait. L'histoire de la moto, je la connais pas bien, M. Chalaï m'a entraîné de moi. Je sais qu'elle vient du Champson. C'est lui qui l'a restaurée, donc tout l'honneur lui revient. Moi, je fais que de la conserver et essayer d'un peu l'améliorer. En ce moment, elle a un petit problème de chauffe, donc c'est pour ça qu'elle ne roule pas trop. Mais autrement, ça fait toujours plaisir de rouler bien. Et ces motos, monodouillon, tout le monde connaît, plus loin. C'était le grand concurrent de la marque Perrault.
Et ces motos étaient fabriquées du côté de Lyon, Dijon, ainsi que Terreau, mais pas mal d'autres marques. Ces motos ont été massacrées. C'est pour ça Voilà. Donc, ce super décor-là, est-ce que tu sais combien on peut trouver encore ce type de véhicule? Donc notre ami Poutine, lui, sa marque préférée, c'est Nura. Alors comment on peut de ces motos? Ça n'est pas trop occupé, je crois qu'il y avait un petit stand La moitié des mots sont anglais, c'est comme ça. Et ça a commencé là. Est-ce que tu peux nous parler de celle-là, qui est certainement en état de marche, mais qui est fabriquée par l'entreprise? Donc celle-là, j'ai un peu d'histoire. La marque Armor, je sais qu'elle a été rachetée par une autre marque. C'est une moto de 1930 qui est motorisée. La marque du moteur, c'est un moteur Zurcher. Avec la plupart derrière. Le bleu, une réclamation en jaune, une 125 latérale, C'est un organe particulièrement développé. C'est lui qui a le micro là-haut. Ah, ok. Entre autres. Alors je me sers de... Attention, tu as attaqué par les. Ouais, il y a des petites déveilles. Voilà, il faut Donc pas il te dit pas tout, mais il a un musée chez lui de Gucci de toutes sortes. Après il y a la tatine. Ah, la tartine, ça fait bien ça. Et oui, que des fois ils la refendent. Oui. En la refendant, ils en font les paillasses. Et oui, Oui. on le gratte et on en fait des méplats. Et puis alors, Voilà. On en fait des méplats qui ont la même forme que ça. Qui est ça? et puis c'est souple la tartine. Mais ça a une autre forme que ça. Hein. C'est plus beau. Un mécanisme qui est très très complexe. Et on se rend pas compte. Elles sont même très simples. Celles-là peut-être sont très simples, mais j'en ai démonté des machines, c'est vraiment des usines à gaz. Ah oui. C'est vrai que celle-là, elle est simple de combiner. Ah oui, c'est vraiment très simple. Ce qu'il y a, c'est qu'après, sur les vieilles machines, c'est cet entraînement. Ça doit être exorbitant. Ça devait coûter très cher, je suppose. Alors, à peu près à 1913, combien ça coûtait, mais je pense que c'est ça. Virate dalai. Je traduis, ça veut dire tourne-toi de l'autre côté. Tourne-toi de l'autre côté. Et si tu nous faisais voir un peu ce Mais qui se c'est passe? de l'eau, mon petit, tu vois. C'est de l'eau? Eh oui. Et pourquoi t'as mis de l'eau? Eh bien, parce qu'il est tellement chaud. fait trop chaud. Ma crème. Aïe, ta crème a tourné. Non, elle a pas tourné. C'est que le beurre. D'accord. Mais bon, on a tout pris à l'apéro. Vous avez tout pris à Désolé. Alors là, il s'agit d'une baratte qui a été homologuée par notre ami Mourin Provençal. Il a un joli nom. Tu vois, notre ami Mourin Provençal, c'est lui qui l'a fabriqué. C'est son grand-père. Son grand-père, d'accord. Et C'est le père à Marc. Donc c'est le grand-père aussi de la dame. C'est aussi le grand-père de la dame, là. Non, c'est une cousine. d'accord. Avec toute façon, on est comme ça, il quelque part. Avec les gars du Dévoluy, non mais ça va pas, non. Avec les gars du Dévoluy. Ah ben il manquerait plus que ça. Il paraît que là-haut, au Dévoluy, c'est spécial, ils croisent les vaches et les chevaux. On m'a dit ça. Ah, mais ils sont clonés. On Ah oui, clone. donc, On clone. tu m'as pas dit, tu m'as pas expliqué. Donc le beurre est tout vendu, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de rien. Vous n'avez plus de rien. Donc comment vous allez faire? Il reste plus de rouge, quand même. On peut faire des sandwichs du sandwich au pain, on peut en avoir ou pas? Un sandwich au pain, une baguette ouverte avec une baguette au milieu. Tout à l'heure. On est dans l'un et puis dans l'autre parce qu'on a aussi en Haute-Savoie. Rappelle-nous ton nom.
Jové. Cabochon Bressan. Mais bien sûr. Alors, quel bois on utilise et comment on le fait? Eh ben, il va me suivre, hein? Ouais. Hein? Ah ouais. Allez. Donc là, aujourd'hui, vu qu'on est quand même en période touristique, j'ai pas voulu prendre du boulot parce que on est en plein mois d'août. Alors j'ai pris du peuplier. Voilà, c'est moins violent quand même. Mais généralement, on utilise quand même du peuplier pour du boulot pour fabriquer du sabot de marche. Après, tout ce qui est sabot décoratif, on va les fabriquer en peuplier. On a un meilleur rendement dans une ville de peuplier. Donc il y a une première machine. Une première machine qui va donner la forme extérieure. Donc c'est une tailleuse, une machine de 1920. Une machine de 1920. On va continuer avec une deuxième machine, la creuseuse. Pareil, une machine de 1920, donc on va creuser l'intérieur, c'est toujours un système de copie. Donc je vais mettre ça en route maintenant, vous allez voir ça. Et je vous montrerai la finition extérieure avec le grand couteau, le couteau paroir. Travailler le plat du talon. Alors le bois est vert, hein, ça travaille tout seul.
dessus intérieur du sabot. Ça y est, la semelle. Elle avait le surnom de l'ange de belle-mère. Elle coupe de deux côtés. Donc, une fois qu'il est retouché, on le fait sécher le sabot. C'est du bois vert, c'est du bois gorgé d'eau. Donc un sabot comme celui-ci, il lui faut au moins 3 mois, de 3 à 6 mois de sèche, ça dépend de la période où il a été fabriqué. On les stocke dans un grenier, on les laisse sécher tranquillement. Une fois qu'il a séché, on le reprend le sabot, on lui apporte sa forme définitive. On va lui faire sa fameuse pointe. Pourquoi il est pointu le sabot? La question du jour. À quoi il sert? Saint-René, évêque d'Angers, qui a inventé le sabot. Il appelle le sabot pointu. Grande question. On a pensé aux paysans qui étaient derrière la charrue, qui les labouraient. Là, au bout d'un quart d'heure de marche, le sabot il était englué de terre. Il fallait décrotter le sabot. Donc avec la pointe du sabot, hop, tout autour du sabot, décrotter le sabot. C'est pour ça qu'il est pointu le sabot. D'une région à une autre, on a toujours une forme effilée. Ouais, le sabot c'est vieux, hein, on remonte jusqu'en 1400 pour le sabot. Sa forme définitive, il va rester enfoncé et va ressortir dehors, donc comme ceci. Donc 20 minutes de travail pour fabriquer une paire de sabots actuellement. Oh, c'est rougir. On a changé de côté, on n'est plus dans le sabot, on est dans la laine. Dans la laine, oui. Alors la laine, c'est les moutons qui la font. Alors ici... Le petit garçon qui m'a dit que c'était de la barbe à papa. Il y a de la barbe à papa. Et donc de toute façon, ça ressemble à la barbe à papa. Donc ici, pendant plein d'années, on avait un mouton de race métisse qui est très laineux. Et alors là, notre amie, elle va nous expliquer, c'est de la laine de quoi ça comme race de brebis? Mérinos. Voilà. Donc ce qu'on appelle les métis chez nous, c'est le mérinos d'Arles, c'est une brebis qui est petite avec des cornes et très laineuse. Il y a une laine pas tellement longue mais très nerveuse. Très nerveuse, voilà, d'accord. C'est tout ça. Après il va d'après Alpes aussi pour faire la laine.
aussi. Ok, mais la Préalpe, elle a beaucoup moins de laine, c'est une brebis Oui, qui est mais plus c'est une costaud laine physiquement. très nerveuse. C'est pas la longueur qu'il faut pour le matelas, c'est surtout la nervosité de la laine. D'accord. Et ici, dans votre région, les moutons font de la bonne laine pour les matelas. D'accord. Par rapport à d'en bas, la laine est comme ça, mais elle ne vaut rien du tout. D'accord. Et dis-nous, donc là tu utilises une cardeuse. Donc une cardeuse manuelle. C'est une cardeuse à siège. Il n'y a pas l'électricité. C'est une cardeuse à siège. Voilà. Alors pour carder la laine, c'est-à-dire on la défait comme ça. Et c'est une machine qui a un réglage. Voilà. Mais je préférerais que ce soit vous qui l'expliquiez. Voilà, là c'est une cardeuse donc, qui sert à nettoyer la laine et à la gonfler, à lui redonner le ressort. Donc c'est... Et après, bon, on va en faire des coussins, des matelas, mais après, le métier c'est matelassière ou bourrelier. Et vraiment la cardeuse sert à nettoyer, à carder la laine, à la regonfler. Alors, là il s'agit d'une trépigneuse. La trépigneuse, c'est une batteuse qui est entraînée par un chemin de roulement et un cheval. Alors le cheval, on fait monter le cheval dans la trépigneuse et comme le plancher se dérobe sous ses pattes puisqu'il est incliné, le cheval il marche. Et le fait qu'il marche, il fait tourner la machine qui donne l'entraînement à la batteuse. C'est une invention qui est géniale. Et trépigneuse 1870. Donc avec ça, on battait le grain. C'est une machine d'une invention assez extraordinaire. Le problème, c'est que ça peut être très, très pénible pour les chevaux. Mais normalement, le cheval est calé par ce tube pour éviter qu'il tombe et qu'il trébuche. Et tout simplement, cette machine est entraînée par les chevaux et les mêmes chevaux font marcher la machine. Il n'y a pas de motorisation de quoi que ce soit. À côté, on a un frottoir. Quand on a batteusé, pour enlever les impuretés du grain, on met le grain là-dedans et il y a une ventilation et des tamis et ça tamise le grain, ça sépare le grain d'un côté et le poussier de l'autre. Là-bas à côté, on a un bandane. Le bandane qui est un banc de chaisier avec lequel on fabriquait les barreaux de chaises. Donc il y a tout un réglage. Les chaises. Et on utilise la pression avec les pieds. Ici on a une charrue. Deux charrues. Voilà quelque chose d'extraordinaire. La chaise en bois. Alors, la chaise en bois, tous les systèmes des barreaux, on les coince là à l'intérieur et à l'aide d'une plane, on taille les barreaux et les chaises. Voilà quelque chose de très très beau. Et là on a des charrues tirées par les chevaux. Celle-là, elle est auto-reverse, elle est double, et celle-là, elle est simple. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'un socle. On peut aller que dans un sens. Non, double. Pourquoi elle est double? Non, elle est simple. Oh, fastouche. Oh, elle se tourne. C'est moderne, ça, oui. Il suffit de demander. Ah, mais il suffit de demander. Oui, bon, attends, il ne faut pas que je me trompe. Eh merde, j'ai pas assez bu. Du café. Cherchez un peu si vous voulez. Elle est réversible? Elle est réversible. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est une réversible. Une réversible. Donc, ces machines, normalement, quand elles n'ont qu'un socle et ne sont pas réversibles, on fait une raie de charrue au milieu du champ et on tourne autour. On va dans un sens à droite, on revient à gauche. Une machine qui auto-reverse, on peut aller d'un côté du champ, aller jusqu'à l'autre, qui est complètement différent. En tous les cas, c'est vous qui les construisez, je suppose, et elles sont là. C'est comment votre nom? Michel, comment le prénom? Michel, c'est facile. Bravo Michel, c'est très beau ce que vous faites. Ah, et là on a un outil extraordinaire qu'on appelle chez nous le chaplaire. Le chaplaire, pardon, je ne vous ai pas cassé. Alors le chaplaire, c'est un outil qui est comme un banc avec une goulotte. On met la paille dedans et avec le grand couteau ici, on coupe la paille. Alors c'était utilisé pour faire ce qu'on appelle chez nous la mêlée. On mélangeait la luzerne et la paille. Et le mélanger et donner ça à manger aux bêtes. Le chaplaire, très beau. Michel, vous êtes un artiste. Bravo Michel. Ça va, se passe bien? Alors, je ne sais pas ton nom, mais tu peux nous le dire. Laurent Martin. Laurent Martin, bonjour Laurent. Serge Rome, dis-moi mon ami, je vois que tu nous fais un bas-relief là. Oui. Tu nous fais un bas-relief. Un bas-relief. Tu nous fais un bas-relief sur du
peuplier, c'est quoi? Oui, c'est du tilleul. Du tilleul. Du tilleul. Et ça va ressembler à celui-ci. Alors là, c'est un que j'ai réalisé il y a quelques années. Donc bas-relief avec Voilà. un berger. Là, c'est le même berger, il est fatigué, il vient de la fête du terroir et il fait la sieste avec son chien sous le soleil, Voilà. et avec ses moutons. Avec des superbes gouges qui sont fabriquées en Suisse. Alors en fait, le sculpteur, contrairement à ce qu'on croit, il n'utilise pas beaucoup de gouges. Il en utilise 3 ou 4 avec lesquels il fait tout. Donc des gouges creuses, des gouges couteaux, des gouges plates, qui sont tout simplement des ciseaux à bois. Et Des massettes faites soi-même. Voilà, des massettes tournées, celle-là on dirait qu'elle est en buis, en quoi? En buis. En buis, elle est en buis. Celle-là, elle est du poirier. Du poirier. Alors, la massette permet de taper sur le ciseau et elle est ronde pour éviter de se mutiler les mains. C'est-à-dire que l'individu qui s'en sert, il ne regarde pas où il tape, mais il regarde ce qu'il fait. Comme il ne regarde pas où il tape, de temps en temps, et c'est pour cette raison que ces outils-là sont... Démonstration. Là. Moi, je regarde ici, je tape avec mon outil. Et je regarde pas le sommet. Bien sûr. Le premier coup pour être sûr où on tape et le deuxième pour confirmer le... Et après, une fois qu'on a fait ça, alors, je vais en prendre une plus large, ça ira mieux. On enlève le copeau. Voilà. Alors expliquez-nous un peu ce que tu fais, la manière, à partir du bloc brut, comment tu arrives à ce que tu veux faire. Normalement, on fait des ébauches pour avoir une petite idée du dessin final. Et après, c'est vraiment au feeling, parce qu'on va avancer des deux côtés de la pierre pour se rejoindre sur le centre. Et arriver, bon là c'est une gargouille, pour arriver sur le museau. Donc c'est de la pierre de lance qui vient du Gard. Et le bloc là, il pèse 250 kg. 250 kg. 250 kg. Ok. Et montre-nous un peu tes outils alors. Alors voilà, c'est des outils en acier trempé avec une pointe au tungstène. Et puis une petite massette ronde. Parce que quand on tape dessus, on se tape jamais sur les doigts. Tu ne tapes jamais sur les doigts. D'accord. Très bien. Voilà, et allez, sinon, c'est tout. Ouais. Après, c'est des tailles différentes. Voilà, oui. D'accord. Allez, on te le montre-nous un peu tout ça. Allez. On reste jusqu'au bout, Vous avez prévu des vêtements pour chaud pour l'hiver? Des batteries. Il faut vous l'aligner sur le côté là. On va vous mettre de l'autre côté là. Oui. Là, avec la petite gouge, il a fait l'entaille. Là, il tord les poches. Non, je les coupe. Il les coupe. Là, je les tourne. Et là, il les tourne. C'est ce qu'on appelle le rivet. C'est une crotte. Voilà, il le tourne là. Un petit coup de râpe pour faire propre. Voilà, et maintenant on va faire l'autre côté. Et voilà, il se tourne que l'intérieur. Il va bien te le tirer. Voilà l'intérêt. Si vous attendez 5 minutes, après il y a Gilles qui va faire porter là. Il est en train de finir son fer. L'autre postérieur. Voilà. Là, regarde. Voilà un
des outils, un des outils très importants. Tu es en train de faire porter. Il y a aussi la petite regarde, on va plus prendre la place, le fer. Ah, ça sent, hein. Ça brûle la corde. T'as vu comme ça brûle la corde? Et là, on enlève la chaleur, là. Pas tout, hein. Ce qui est sur la paroi, on l'enlève pas. Mais ce qui est sur la sole, sur le plancher, on l'enlève. Faut pas que la chaleur, elle pénètre et qu'elle brûle pas les parties vives. Parce que là, dans la paroi, il n'y en a pas des parties vives. Ça fait marbre. Ça a fait la portée. Et ça fait, voilà. Et ce qui fait qu'elle bête absolument pas mal. Ouais, pas mal. Donc, la pince qu'il utilise pour tenir le fer, ça s'appelle une tricoise. Non. Là, c'en est pas une, mais... C'est une tricoise quand même, non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. La tricoise, c'est ça. Et là, c'est la même chose. La même chose. Ça, c'est une tricoise qui a pas pointé. Ça, c'est une tricoise. Ouais, on va faire un commandé. Vous avez pris la bonne pointe. Ouais, c'est bon. Regarde là. Donc la tricoise, c'est une tenaille qui a été appointée pour attraper le fer quand il est chaud, pour l'appliquer sur le sabot. Voilà. Déjà, il doit être habitué à tirer et puis... Non, là, on lui met. Je dis non, là, on lui met les fers. Oui. Nuance. Elles sont belles les oreilles. Je suis jaloux. Donc cette fois, cet après-midi, pour la 18e fois, on refait une fête du terroir à Saint-Bonnet. Alors cette année, il y a quelque chose d'un petit peu différent. C'est que on a quelque chose qu'on n'avait encore pas eu. On a, pour notre grand plaisir, l'association des râteliers de la Durance. Alors les râteliers de la Durance, à une certaine époque, ils ont utilisé ce cours d'eau pour descendre du bois et certainement bien d'autres choses.
Alors, on a la chance d'avoir des spécialistes et ils vont tout nous expliquer sur ce que c'est, comment ça fonctionne et l'histoire de ce travail. Alors, comment ça ton nom? Denis Forestier. Denis Forestier. Le président fondateur de l'association de l'atelier de la Durance. On a créé l'association en 1993 et le but de l'association c'est de travailler surtout en archives sur l'existence de ce métier sur la Durance, notamment à partir des Hautes-Alpes et du département de Haute-Provence, donc du 04. Il y a encore de nombreux pays comme l'Afrique, comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, l'Amérique du Sud également, où on continue de faire le radeau encore aujourd'hui. Après, que vous dire que notre association, alors nos outils, c'est très rudimentaire. Hein. On a cette partie métallique qu'on appelle un clameau, un claméo. Alors il y a deux sortes de clameaux. Il y a ces gros clameaux. Là, ils servent juste à tenir le chantier, mais normalement, quand on est sur l'eau, on renforce le radeau pour qu'il soit un peu plus rigide et plus résistant au choc. On met les clameaux ici, sur les montagnes de rames. Ça permet au radeau d'être beaucoup plus solide et donc plus facile à manœuvrer dans les mouvements d'eau. Et ensuite, quand on a des radeaux qui sont très longs, on met des traverses et on met des tout petits clameaux. Alors ça c'est l'outil qui nous sert à faire les liens. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette machine et on peut également utiliser celle-là, elle aura absolument la même utilité. Ensuite on utilise les haches et la carrière pour faire le perçage. D'ailleurs, dans les vieilles maisons provençales, quand on détruit encore aujourd'hui, les vieilles maisons en Provence sur la région d'Aix ou d'Arles, souvent, quand déjà quelle saison on démonte les maisons, on retrouve cette île, qui est la preuve que le bois a été floqué. Alors, il y a plusieurs éléments qui prouvent que le bois a été floqué, c'est tout. C'est souvent les signes cabalistiques qu'il y a sur le bois. Les signes cabalistiques, ils étaient tracés avec une rainette, et puis pour que les randonniers puissent se faire payer quand ils arrivaient à Bordeaux. Ça, c'était pour le bois de Charpente. C'est-à-dire que chaque randonnier mettait sa marque sur le bois, et il était payé en fonction de sa marque. Voilà, merci beaucoup pour ces explications. Bon, il faut dire que les pièces de bois qui sont au sol, ça c'est le chantier. C'est le chantier, c'est les pièces de bois sur lesquelles on bâtit ce qu'on construit. Ça s'utilise de la même manière en charpente. Et ça ne flotte pas avec le radeau, il n'y a que la partie de dessus. Voilà, donc je ne crois pas qu'on a oublié quelque chose. Par contre, il faudrait, expliquez-nous pour quelles raisons vous entortillez ces branches de sol de noisetier, pardon, et pour quelles raisons c'est fait ça? Expliquez-nous. Bon, alors première chose, c'est du noisetier. Pratiquement tous les randonniers d'Europe utilisaient du noisetier, sauf en Allemagne où ils utilisaient le PCA. En fait, ils utilisaient les bois les plus résistants dans les rivières qui devaient être flottées. Mais chez nous ici, sur la Durance, sur l'Isère également, sur tout le bassin versant des Bouches-du-Rhône, on utilisait du noisetier. Alors on le coupe à la sève montante, c'est très important, pour avoir un maximum de sève dans la matière. Et ensuite, on casse la fibre du bois. C'est le travail le plus long mais aussi le plus important, parce que de la façon dont est travaillé le lien, va dépendre de la solidité du radeau. Si les liens sont bien faits, si le bois est coupé à la bonne ligne, ça fait des radeaux extrêmement solides. Si le noisetier est sec, ça peut être très dangereux parce que le radeau, sur un choc, il peut s'ouvrir en deux. Donc ce travail, c'est le plus important finalement. Donc on essaie de faire, vous voyez, une tige très souple, mais très dure également. Et ensuite, on fait les nœuds comme vous avez ici,
avec un nœud d'arrêt. Et la particularité de ces liens, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, qu'ils ont trempé dans l'eau, c'est pratiquement indestructible. C'est très très résistant. Eh bien, merci pour ces explications et bravo aux randonniers de l'endurance. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore eu sur la fête de Saint-Bonnet. Merveilleux. Alors on reviendra tout à l'heure. On fait une bricole de traduction. Oh, Alors, quand tu jouerais, pour être traduit. elle va faire venir son amie Adèle pour expliquer que maintenant, ça c'est extrêmement moderne puisqu'on travaille en hauteur. Elle, de son temps, on faisait à 4 pattes dans le ruisseau. Ouais. Vous faisiez quoi, 4 pattes dans le ruisseau? Eh ben, Ayan, na grossa pera aqui davant, li frettaven o bagat, si tabajaven met l'accord, et puis ça liait gabouillard diluvial. Et puis, ben, eran toutes la serre, aiesbouw, dos, aiesman, en ze spalen, ergens foutu. Mais s'amusaven bien. Vous savez, les sconti du pays, li passaven a la moulinetta. Maintenant, non contaran daquele que anava coisa amb el Jules, daquele que anava curt amb Julie, non se non contava trop. Ouais, era el jornal do país. Oh, que rapidinho. Diz-me, onde está a traidona dela? Ben, schon pas, ce que fout, mas e dit ça 3 jours a vin, spancar arriba. Je fout de eu tout tu. Mais vai. Pourtant, on voulait les demander. À toi dans leur ruisseau, elle revenait enceinte. Oh, non, daquele temps, era trop habillé, pouillé rien nous arriba. Vous savez que ça, la fameuse légende de la fontaine miraculeuse. On part à 2, on revient à 3. Mais rapaz, à quoi d'écouter, puis j'ai trop frais, tu dis, ça. Et puis, mais de Guildrier sorti sa bougounette pour une fois, c'est la zalava. Elle nous explique qu'il ne se passait pas tant de choses que ça, parce que les femmes étaient très très habillées, et puis il faisait très très froid, et donc ce qui fait qu'il ne pouvait pas... Non, je suis pas d'accord, la culotte fondue. La culotte a été fondue. Ouais, mais hier les robes, je dis que je pêche. C'est des journées portes ouvertes, hein. Ouais. Je servais en passe, d'accord, je servais que pour dire ça. Alors, on va aller s'approcher là-bas de cette... Oui, on montrerai d'autres tout à l'heure. J'espère, ma Karine, que vous veniez nous mettre. Mais dis un peu que si la trappe, je m'adèle, me la mande, je peux que tout à l'heure. Tu lui fous ton coup de paix. Voilà, on nous demande que si on retrouve Adèle, qu'on nous l'amène. Mais si Tarzan Campo, me va mettre en colère. Et là, elle n'est pas encore en colère, ça va venir. Ah, va venir, mais monte. C'est tout que monte. Je prends pas un bon dîner. Ah, yo, mais non, mais ça pas très bas, je sais qu'après, regarde tout la magagne. Ah bon? Eh, pas de après, une malade, ta carotte, je vois bien ça. Ça faisait bien. La prochaine là, normalement. Il faisait un cuir pour le shirt, et puis vite avant, la rappelle. La deuxième des Rosalie. Parce que c'est beaucoup moins compliqué que ça. Dans la règle de l'ordre de la rivière, il faut avoir des groupes qui sont déconstruits. Aujourd'hui, on a Agnès et Roland, mais normalement ils ne sont pas là. Parce que tout simplement, quand elles sont au instrument, on a fait des débats, c'est s'éloignent, ils ont bien raison. Ah, bella sabanella! Elle veut son poisson d'or, elle. Ça va? Pas terrible? Demain, j'achète une machine à laver avec tous les programmes. Ah, merci. Donc, et mon mari n'ira plus jamais au bistrot boire les sous de la lessive. Plus jamais. C'est fini. Mais, monsieur, il paraît qu'il vaut mieux être humide que timide dans la vie. Ça fait moins mal.
ressortira au micro. Ben ouais, à mon avis, là, il y a de quoi garer une paire de un peu matériel quand même. Hein. Besoin d'aller au théâtre. Salaud! Moi, je me traiterais de Ça, avec des poings trouillés, si vous n'êtes pas à jour du tétanos, il va vous arriver des ennuis. Viens, confort! Nature! Mais tiens, je suis contrariée aussi. Serge. Et contrariante. Donc, elle est très mignonne, mais son maman l'a libérée à se tenir à Carmon. Maman aussi, oui, tiens. Maman aussi. Tiens, merci en tous les cas. Dis la Noirode elle est un peu humide. Oui. La Noirode, elle est un peu humide. Merci la Noirode. Super. Super. On fait le ventre et ça marche. La maille se détend, c'est bon. On est toujours bénesse dans une culotte comme ça. Ah ouais. Toujours. Absolument. On ne voit rien venir, que du bonheur. Parce que finalement, on est toujours baisé. Absolument. Dire un grand merci à nos lavandières qui ont été formidables, qui nous ont assuré le spectacle toute la journée. Tout simplement, ce qui a eu de formidable cette année, c'est qu'on a eu quelque chose pour les femmes par rapport à l'habitude. Et vraiment, elles ont produit le show. Les bassins aussi, on avait un petit peu peur. Et ça a été formidable. Je remercie notre ami la Noirode qui a été formidable pour l'ambiance. Puis, maintenant, je vais lui faire un petit bisou. Benoît l'a pas vu. Je cherche une machine à laver. Je vais t'en trouver. Alors, on leur dit un grand merci. On va faire un dernier tour de piste. Et puis, on vous dit merci à tous. À bientôt. À l'année prochaine, certainement. Merci aux lavandières. Je suis pas des organisateurs. Alors, je mets la main là, c'est bien. Sorte de témoin, c'est bon. La Noirode. Elle est là. Elle est où? Elle est là. Alors, mais enlève-toi. Avec une gardienne. Donc, je vais laisser la place à Benoît. Je vais lui donner le micro et il va nous faire le reste. Attends-moi. C'est un grand honneur, monsieur le maire. Vraiment. Nous sommes très émus. Je vais vous faire la lecture du code civil napoléonien. On a fait un bon mariage. Ah, elle pleure, la mariée. Elle est un peu émue. Est-ce que mademoiselle est prête? Oui. Pour le mariage, le reste, ça vous regardera. Alors, article 260. Écoutez bien. Les époux seront mutuellement utilisés, secours et assistance. Je supprime. Le mari doit protection. Ça, on en passe. La protection, on s'en passe. La femme doit ça, on s'en passe. La femme est obligée d'intervenir avec le mari. Oui. Et de le suivre partout où le juge a propos de révision. Oui. Le mari est obligé de la recevoir. Ah. Vous n'avez pas dit hier. Parce qu'après, on veut lui fournir tout ce qui est nécessaire. Passons. La femme ne peut rester en jugement sans l'autorisation de son mari. Oui. T'as compris? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire. Non, pardon. C'est pas nécessaire. Benoît, tu as dit la moitié, quoi. Oh, il faut tout dire. Oh, mais après chaud, et on va pas y passer la nuit, hein. On a autre chose à faire. Ah, mon petit. En fait, si on résume, tu pourrais être fidèle. Oui. Ou être assistant. Le reste est sans. D'accord. Fidèle, ouverte et... Mademoiselle, pomponnette, foufounette de la femme. Oui.
Consentez-vous à prendre autour et vous, monsieur Jean-Pierre Festin? Oui. Pour combien de temps? Consentez-vous à prendre autour et vous, mademoiselle Faufournette Pompounette de la part? Oui. C'est de l'extase. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens humains. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Montre-nous un peu ta chair. Ah oui. C'est à mon mari. Mon mari de l'enlever. À mon mari de l'enlever. Il y a du boulot. Il y a juste à faire ça. Voilà. Et voilà pour monsieur le maire. Mon mari. Alors maintenant, messieurs, dames, on s'en va. Au revoir. Ça me déclenche la soif. Oh, j'y suis impressionnant. Donc du coup, on se dit que cette journée s'achève. On n'a pas eu la pluie, on a eu un temps formidable. On a eu des gens comme l'ami Brutinel avec son ami qui nous ont présenté des motos superbes. On a eu nos amis de l'automobile. Malheureusement, on n'a pas eu tous les propriétaires des véhicules, mais on a des voitures extraordinaires, superbement restaurées. On a eu les Vierzons de notre ami Bernard Chalaille et de Marcel Tavernier. On n'avait pas Marcel, il est sur une autre fête, mais on a eu les tracteurs. On a eu aussi le McCormick de notre ami, je ne sais plus son prénom, mais qui est du Noyer, qui a restauré de manière magnifique. Et puis les miens, des Man, c'est mes petits bijoux, mes petits préférés, qui sont un petit peu tous les deux en cours de restauration, mais on verra pour l'année prochaine. On a eu Paul qui nous a raconté une histoire là, il y a quelques instants, avec sa collection magnifique. Et surtout, on a eu nos Bugadiel qui ont fait le spectacle toute la journée. Et je viens de voir à l'instant même quelqu'un qui est passé à la baille, je ne sais pas qui c'est, mais je pense que ça fait le spectacle. En tous les cas, nos bassins ont tenu le coup, les gens aussi, pourvu que les bistrots aient bien marché. Tout le reste, on verra après les résultats. Je pense et j'espère que ça vous a plu et fait plaisir. En tous les cas, je remercie tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait avec nous, surtout Benoît et tous les autres avec. Et je vous dis merci, à bientôt et surtout à l'année prochaine. Soyez forts, merci.